Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel. Juliette Kande. Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition. Au sommaire, les luttes traditionnelles et valants pays kabyais prennent fin ce samedi. Les dernières finales ont lieu dans les cantons de Thiaré, Soumdina et Lassa. Nous vous amenons aujourd'hui à la découverte d'une femme chargeur de passagers. La Boukman, mieux la Boukouman, exerce à la station d'Agoué échangeur à Lomé. Manifestation en Centrafrique contre un projet de nouvelle constitution. Le nouveau texte permet au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Invité de ce samedi, d'abord Dr Nelson Akibore, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile. Il donne des conseils et dispositions à prendre en cas d'intempéries. Ensuite, le vice-rapporteur de la Haute Autorité pour la prévention et la lutte contre la corruption, Ayaï Apelete Koudzo, relève les efforts du Togo dans la lutte contre ce fléau. Les autres rubriques, vous les connaissez, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Dernier jour des luttes traditionnelles et valants en pays kabyais, le président de la République, Forestos Gnagna Zimbe, est allé dans les arènes de Thiaré, Soumdina et Lassa ce samedi. En attendant de revenir sur ces arrivées du chef de l'État, nous vous proposons ici les cartes postales des localités qui connaîtront leur finale ce samedi. Solim Lemon. Ce samedi marque la fin des luttes traditionnelles dans la Kosa. Les derniers cantons à emboîter le pas aux autres sont Thiaré, Soumdina et Lassa. Le canton de Lassa se trouve à l'est de la ville de Tara, sur la nationale numéro 16. Lassa se situe entre le canton de Thiaré et Soumdina à l'ouest, le canton de Lama au sud. Il est constitué des villages Bouré, Lao, Samala. Ces différents villages forment les coalitions Lassa-Ba et Lassa-Ho. Les deux coalitions vont s'affronter ce samedi sur le terrain cantonal de l'école primaire publique à Hodou. Cette finale est la plus grande après celle de Pia dans la Kosa. Toute la ville de Kara et de ses environs feront le déplacement sur Lassa pour une fois encore s'imprégner de la bonne ambiance des Evala. Le canton de Soumdina, lui, se situe entre les cantons Lassa et Landa. Soumdina est constitué des villages Tchou, Kode, Agnade, Katapa, Koubelekou, Kassé. Et cette idée d'une part, puis Sodoua, Pida, Pouaï, Ewede, Tcheyo et Kore d'autre part. Ces différentes entités forment les coalitions Soumdina-Ba et Soumdina-Ho. Les deux coalitions s'affrontent ce samedi sur le terrain cantonal de l'école officielle de cette idée. Le tout premier canton à lutter pour la finale est le canton de Thiaré. Le plus petit canton de la Kosa est constitué de deux villages, Thiaré et Ouiamde. Ce petit canton, situé entre Pia, Koumea, Soumdina, Lassa, Yade et Tchétchao, est richement culturel. Le village de Ouiamde est spécialisé dans la fabrication des objets en métaux tels les lames de roue, d'abat, castagnettes, couteaux et autres. Ouiamde se constitue des quartiers Léoudé, Pouda, Benjaoudé et Ndiaoudé. Ouiamde est souvent considéré comme le village des forgerons. L'autre village, Thiaré, lui est spécialisé dans la poterie. Il se constitue des quartiers Bela, Tchasside, Tchoukolomde, Koudé, Daoudé, Soyoda, Kedenzi et Ilimde. Thiaré et Ouiamde s'affrontent sur le terrain cantonal à côté de l'unité de soins périphériques de Thiaré.
Durant donc toute une semaine, les initiés Evala ont fait montre de leur savoir-faire pour terrasser leurs différents adversaires. Nous sommes allés à la découverte d'un Eval. Voici son portrait. C'est avec vous, Solim Lemou. Svelte, taille moyenne, muscles plaqués tel un robot, short blanc autour de la taille, démarche rassurante et maîtrisée, calme olympien, Kereswe Evalo avance tel un gladiateur à la rencontre de son adversaire. Les empoignades démarrent. Il cherche la faiblesse de son adversaire. Le combat est rude. Dans un élan de génie, Kereswe vient de terrasser son adversaire. Comment est-il venu à bout de ce dernier? Il explique. La lutte, voilà, vraiment, il nécessite la préparation. Si tu n'es pas bien préparé, c'est difficile de terrasser ton adversaire. Mais si tu es bien préparé pour terrasser ton adversaire, c'est très facile. Comment se préparer? Kereswe répond. Déjà, si tu mets dans ta tête que tu veux lutter et tu veux bien lutter, déjà au moins à partir de avril, là, tu ne dois plus faire les rapports sexuels. Et cette préparation seule ne suffit pas. La préparation physique aussi, ça compte. Les casse-pompes, les abdos, ça compte vraiment. Et bien manger. La préparation spirituelle aussi compte également. Il revient sur la préparation spirituelle. La préparation spirituelle, là, ça dépend de chaque maison. Tu dois d'abord discuter avec ton papa et ta maman pour connaître qui est vraiment ton ancêtre qui est derrière toi. Et c'est comme ça que vous allez amener la poule et un petit bouc là, pour qu'on te fasse les cérémonies, pour que ton grand-père n'a qu'à te suivre sur tous les terrains, afin que tu puisses bien lutter et son nom aussi va se valoriser. Les lutteurs doivent prendre exemple sur Kereswe pour les années prochaines. Nous allons revenir sur les différentes finales de cette journée courant de cette édition. En attendant, sachez que le monde observe aujourd'hui 15 juillet la journée mondiale des compétences des jeunes. Une occasion pour mettre en lumière l'importance de la transmission aux jeunes générations des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Au Togo, le gouvernement a fait des efforts pour l'entrepreneuriat des jeunes. Revisitons donc ces efforts avec Hervé Sigonou et Raoul Tetonyake. L'entrepreneuriat est l'un des moyens privilégiés par le gouvernement togolais pour la promotion de l'auto-emploi des jeunes et lutter contre le chômage. Pour ce faire, des mécanismes sont mis en place, notamment FAEJ, le PAEJ-SP et la JCEF. FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, contribue à l'insertion socio-professionnelle des jeunes de 18 à 35 ans dans les secteurs de l'agriculture, la transformation agroalimentaire, la production céréalière, l'artisanat, des TIC et des énergies renouvelables. À la date du 30 juin, 3600 projets sont financés, 4 milliards 522 millions de francs CFA de crédits sont octroyés, 12 792 emplois sont créés, 22 832 jeunes sont formés en auto-emploi. Le PAEJ-SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, a permis de créer 35 000 emplois directs, particulièrement dans les régions des savanes centrales et des plateaux. AJCEF, le programme d'accès des jeunes aux services financiers, a offert la possibilité aux jeunes de bénéficier d'un prêt de 300 000 remboursables sur une période de 12 mois. Les jeunes entrepreneurs ont également bénéficié d'un soutien de l'État à travers l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement ANPGF des PME-PMI. Nous vous amenons à présent à la découverte de Assima Clémence Lalanindo, épouse Tchassem, chargeur de passagers à la station d'Agoué, échangeur à l'OMIP appelé communément Boukman, ou plutôt Boukouman, un métier autrefois pratiqué que par les hommes. Alice Berthe Barandao a rencontré Clémence Lalanindo. Beaucoup de personnes s'étonnent en arrivant à la station d'Agoué échangeur de voir une femme d'un certain âge démarcher les passagers pour les taxis.
Oui, dame Assima Clémence Lalanindo, 53 ans, 1m60, teint noir, exerce avec gaieté ce métier depuis plus de 2 ans. Elle nous parle de ses motivations. J'ai vu leur travail et j'ai dit que ce travail-là, je peux faire aussi. Et eux-mêmes, ils m'ont appelé. À part de ça, j'ai dit que c'est l'argent. Il n'y a pas de sous-métier. Sincèrement, il y a l'argent partout. Si tu ne veux pas que tu souffres, tu dois chercher. Comment vous travaillez au quotidien? Dans la journée, je viens départ 8h, 9h. Donc pour commencer le travail, je me mets devant le véhicule, j'appelle les clients avec le tricycle, je charge les gens. Et puis quand la voiture est pleine, le chauffeur me donne 100 francs. Dans le soleil, je me masque. Quand il pleut, je suis dans la pluie. C'est un travail qui m'aide beaucoup. J'aide les orphelins. À base de ça, je les paye leur écolage. Vous êtes femme, qu'est-ce qui vous a amené dans ce travail? C'est un travail, j'ai amour de faire. Ça me plaît de conduire. Ils m'ont montré, je n'arrive pas à conduire. Et au cours de la journée, comment ça se passe? Au cours de la journée, je peux gagner au moins 4 000 ou bien 5 000. Si les passagers sortent bien, des fois, je peux gagner comme 7 000, 8 000. Des fois, 22h30, je rentre. C'est un travail facile? C'est un travail qui n'est pas facile à faire pour les femmes. Mais il faut avoir le cœur pour dire que ce travail-là, c'est pas pour les hommes seuls. Les femmes peuvent aussi faire. Moi, je dis que là où c'est sale, on se moque de toi. Là où on ne considère même pas, c'est là-bas qu'il y a l'argent. On va faire. Qu'est-ce qu'on vous a donné? C'est 100 francs. Il a payé comme ça? Oui. C'est bien, vous êtes contente? Oui, je suis contente de ça. Vous avez un conseil à donner aux autres femmes qui ne veulent rien faire? Je conseille surtout les filles qui ont fréquenté, peut-être ils n'ont pas encore gagné leur pain de demain. Et ils savent conduire les motos, de venir pédaler ce tricycle quoi. Et il y a de l'argent dedans. Bye bye. En Centrafrique, l'opposition dit non au changement constitutionnel. Environ 500 personnes ont manifesté hier à Bangui contre un projet de nouvelle constitution soumis au référendum fin juillet. L'adoption du nouveau texte permettrait notamment au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. À 17 jours du vote sur une nouvelle loi fondamentale, les manifestants ont défilé dans le calme en entonnant l'hymne national et en agitant des drapelets centrafricains avec les leaders de l'opposition en tête du cortège, bien encadré par un important dispositif de sécurité composé de plusieurs véhicules blindés de la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique et des membres des forces de sécurité centrafricaines. En Afrique du Sud, le leader des combattants de la liberté économique, l'IEFF, 3e force politique dans le pays, s'est dit prêt à s'allier avec les partis d'opposition désireux de mettre fin à l'hégémonie de l'ANC, le parti au pouvoir. Julius Malema veut, selon ses propos tenus hier à Johannesburg, lors d'un point de presse, redonner l'espoir au peuple sud-africain pris en tenaille par la corruption des élites. Les élections générales qui doivent en principe se tenir le mois prochain au Zimbabwe préoccupent également Julius Malema qui a appelé à un scrutin apaisé. Un scrutin sans heure, dit-il, sera bénéfique tant pour Harare que pour son voisin sud-africain. Tunisie, face aux critiques jugeant raciste le traitement réservé aux sub-sahariens en situation illégale, le président Kais Saied est monté au créneau hier, refutant ces accusations, mais également l'idée de devenir un pays de transit. Son pays est selon lui la cible de réseaux de passeurs qui ont une mission précise. Cette immigration est une opération pour déplacer et non une immigration régulière. Elle est encadrée par des réseaux criminels de trafic d'êtres humains et d'organes qui visent non seulement à s'enrichir, mais aussi à déstabiliser le pays. Je le répète, nous sommes des Africains et nous sommes fiers de notre identité africaine. Mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'accueil, a martelé le président tunisien. Retour en page nationale, une abondante pluie est tombée sur la capitale Lomé et ses environs dans la journée de mercredi. Certains points et artères de Lomé sont inondés, notamment Nikonakwe, à la descente de la colline, la pharmacie sur la route nationale RN1, la pharmacie d'Agoué, au carrefour bleu,
à Gbalpedo au niveau des rails et bien d'autres endroits inondés. Nous avons ici à nos côtés dans ce studio Docteur Nelson Akibore. Il est hydroclimatologue. Il est le directeur, excusez-moi, présentez-vous. Oui, merci beaucoup, ma chère Juliette. C'est le directeur de la prévention de la coopération des affaires humanitaires à l'Agence nationale de protection civile. Docteur Nelson Akibore, bonjour. Oui, bonjour. Dans un premier temps, la pluie qui est tombée mercredi, d'abord sur toute l'étendue du territoire, mais beaucoup plus à Lomé apparemment. Pourquoi ces fortes pluies? Est-ce vraiment le moment? Oui, merci beaucoup, chère Juliette, et vous me permettez toute la reconnaissance de l'Agence nationale de protection civile par ma modeste personne d'utiliser le canal de Radio Lomé pour communiquer un peu sur la situation des inondations dans Lomé et ses environs. Alors, à votre préoccupation, je vais vous répondre par oui. Oui, forte pluie le 12 juillet dernier, et de vous dire en même temps que le moment s'y prête. Nous sommes dans la grande saison pluvieuse au sud du Togo, tout comme au nord du pays. Et cette saison souvent est caractérisée par des pluies diluviennes, des pluies abondantes, que nous qualifions souvent de plus fortes. Et donc ce fut le cas enregistré le 12 juillet avec des pluies très intensives sur une courte durée de 2h, 2h30 à 3h de temps. Et nous avons enregistré une quantité importante d'eau qui n'est rien d'autre qu'un indicateur des perturbations pluviométriques qui s'inscrivent au phénomène des changements climatiques auxquels le Togo ne fait pas exception. Alors je voudrais préciser que ces pluies que nous enregistrons, ou nous avons enregistré le 12 dernier, n'est pas propre au Togo, c'est toute la région, sous-région ouest africaine, particulièrement la partie méridionale de cette région qui enregistre ces fortes pluies-là. Et vous aurez pu entendre cela à Dakar, en Côte d'Ivoire, au Ghana à côté, oui. Et au Bénin à côté, étendu jusqu'au Nigeria. Donc c'est la période des plus abondantes. Nous sommes vraiment dans la grande pluie, dans la grande saison pluvieuse dans la partie sud du Togo, mais il y a également d'autres facteurs qui expliquent ces grandes pluies, vous l'avez souligné, c'est sur toute la partie méridionale de l'Afrique de l'Ouest, mais ces inondations ont causé des dégâts ailleurs. On parle même de décès, mais au Togo, il s'agit vraiment des inondations, des gens qui sont délogés de leur maison, des rues qui sont inondées. Des mesures ont-elles été prises pour minimiser les impacts de ces intempéries? Ah oui, comme vous l'avez dit, effectivement, nous remercions Dieu Tout-Puissant Allah qu'au Togo, nous n'avons pas enregistré de pertes en vie humaines. Alors, pour répondre à la question si des mesures ont-elles été prises, l'Agence nationale de protection civile travaille avec tous les acteurs et les mesures qui sont prises, ce sont des mesures avant, pendant et après la manifestation de ces aléas dont les inondations nous parlons dans ce journal. Alors ces mesures, elles vont du pompage des bassins de rétention à l'effet de réduire le volume d'eau et de tenir prêts ces bassins à pouvoir accueillir de nouveaux volumes importants d'eau. Et donc, et bien avant le 12 juillet, l'Agence nationale de protection civile, en collaboration avec les services en charge d'assainissement, le corps des sapeurs-pompiers, a procédé au pompage des bassins souvent qui
qui sont critiques dès que nous enregistrons des pluies abondantes. Au-delà du pompage, il faut le reconnaître, il y a une campagne de sensibilisation que l'agence coordonne avec les autres acteurs. Et ça, c'est pour permettre, pour sensibiliser, conscientiser les citoyens, les populations sur les comportements qu'elles doivent avoir avant, pendant et après. Et ça, dans ces mesures, je peux vous rassurer que l'Agence nationale de protection civile ne lésine pas là-dessus. Et tous les moyens sont utilisés. Et d'ailleurs, elle passe souvent ici par les canaux de Radio Lomé. Il en est de même que les autres canaux, les radios de la place. Et jusqu'à l'intérieur du pays, nous utilisons les médias officiels, tout comme les médias privés, les radios communautaires, les radios rurales, pour faire passer le message aux populations le plus largement possible. Et donc, le 12 juillet, effectivement, la grande pluie, la pluie diluvienne, la plus abondante, a inondé des maisons qui ont enregistré des dégâts que nous pouvons connaître, des objets précieux sont mouillés et autres. Et ce même 12 juillet, il faut reconnaître, il n'y a pas que des zones qui ont été affectées. Il y a des zones qui sont restées sous abri de ces inondations où des bassins de rétention ont été aménagés, construits par le gouvernement. Et je peux dire que si ces zones n'ont pas été affectées, c'est à l'actif vraiment de ces aménagements qui sont réalisés par le gouvernement et qui fonctionnent bien. Et je peux vous en citer quelques-uns. Oui, allez-y, docteur. Le 4e lac, il n'était pas donné à qui veut dans cette zone-là, avant la construction du 4e lac, avec ces grandes pluies-là, vous connaissez ce qui se passe, mais aujourd'hui, il y a un drainage systématique des eaux de ruissellement vers ce grand réceptacle qui minimise l'impact des inondations aux populations riveraines. Vous avez le bassin de Tordman, de Corto, et Tocoin-Tamer, Aguasiyeye, Cap-Champion, le Haut-2000, et en allant jusqu'à Séglé et autres là, plus d'une vingtaine de ces zones et bassins de rétention et localités qui étaient quand même restés à l'abri de ces inondations qui étaient supposées vraiment toucher un grand nombre de populations. Autrement, docteur, sans ces aménagements, les inondations, ce serait pire la dernière fois. Ah oui, ce serait vraiment pire. Parce que je peux vous dire, rien que le 4e lac, c'est un lac de volume de 780 000 mètres cubes. C'est beaucoup. Si ce lac lâchait, c'est que tous les quartiers riverains qui bénéficient du drainage des eaux de ce lac seraient sous les eaux. Et donc, c'est des aménagements appropriés qui permettent de minimiser aux populations, aux communautés, l'impact des inondations. Docteur, après cette pluie diluvienne du 12 juillet, on a vu des vidéos sur des réseaux sociaux avec des messages inappropriés. Ce n'est pas le lieu de dire ces messages. Mais ici, votre présence est surtout de dire à la population comment s'y prendre. Donc, quel est votre message à l'endroit donc des populations en cas de ces inondations? Oui, merci beaucoup, Juliette. Et je voudrais très rapidement pour ajouter, dire que ces situations que nous avions connues avec les eaux de plus abondantes, les effets, les déterminants, autres que la quantité d'eau même qui était tombée, il faut reconnaître qu'avec les plus abondants des mois de mai et juin, le sol était suffisamment mouillé. Et Grand Lomé et ses environs sont des sols argileux, des sols sableux et quelque peu aussi des sols sableux. Donc l'infiltration était lente.
l'infiltration des eaux de ruissellement était très lente et donc a joué un rôle dans ces inondations que nous avons connues. Il faut aussi voir la part de l'évolution de nos bâtis, surtout les anciens bâtis. Il y a un affaissement. Il y a un affaissement de ces bâtis de telle sorte que les aménagements du réseau routier et autres se trouvent à un niveau un peu plus élevé que certaines habitations. Et donc, à moindre plus, ces habitations-là ont reçu de l'eau, encore que vous allez constater que dans certains quartiers, des exutoires naturels qui facilitaient l'écoulement des eaux, la plupart de ces exutoires sont occupés ou bouchés, soit par des tas d'ordures ou des constructions. Et donc, automatiquement, l'eau cherche à couler vers la zone plus facile pour elle. Évidemment. La gestion que nous faisons de notre cadre de vie, je veux faire allusion à la gestion des ordures de toutes sortes. Et ça, on ne finira jamais de le dire, on ne cessera jamais de le dire, et nous sommes appelés, nous devons prendre conscience nécessairement si nous voulons minimiser, réduire l'effet des inondations. Le dispositif que le gouvernement a mis en place pour la gestion des ordures à travers les petites structures, nous devons adhérer, puisqu'il y a des sites qui sont destinés pour accueillir ces ordures, afin de nous éviter de boucher les canaux de drainage, les bassins de rétention et autres. Et donc, pour revenir en fin de compte sur le message à la population. Je veux vous dire, ce ne serait pas un autre message que celui du communiqué sur la prévention et la lettre du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui est le président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Alors le communiqué appelle les populations à ne pas céder à la panique. Oui. Il est vrai, comme vous avez dit, vous avez fait allusion aux réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'informations sur les réseaux sociaux où même on vous amène des images d'inondations d'autres pays d'ailleurs. Et donc, il faut nécessairement vérifier la source de l'information avant de chercher à répliquer ou à envoyer ces messages. Donc, le ministre demande de ne pas céder à la panique et nous appelle à la prudence. La prudence en ce sens que nous devons être éveillés. Les parents doivent être éveillés, surtout que nous sommes en train de rentrer dans la période des vacances et avec l'euphorie des réussites des examens, il y a une petite liberté qui est laissée à nos enfants afin qu'ils se jouissent un peu de ces vacances. De leur réussite, de ces vacances-là. Les parents doivent veiller vraiment au mouvement des enfants en ces moments-ci. Aucun enfant ne doit aller vers quelque plan d'eau que ce soit, bassin de rétention ou autre. Les enfants doivent dire là où ils vont. S'il y a nécessité, ils trouvent. On sait où les chercher. Ici, on sait où les chercher. Aucun enfant ne doit aller. Les soi-disant professionnels des nageurs et autres, c'est interdit, strictement interdit d'utiliser, d'aller vers ces plans d'eau, et c'est le moment de grande écoute de façon permanente, ainsi que les consignes des autorités du plus haut niveau aux autorités administratives locales. Ça, c'est très important, et d'être à tout moment en alerte. Si c'est la nuit, c'est difficile, ça devient très difficile. Compliqué à gérer, surtout les populations qui sont riveraines des bassins de rétention et celles qui occupent les zones de ces bassins qui ne sont pas indiqués doivent dégager les emprises. Je veux faire allusion aux emprises des bassins de rétention, les emprises des cours d'eau, les berges et autres,
les endroits conseils inondables, voilà, il vaut mieux les quitter systématiquement, quitter ces zones-là, puisque c'est les moments où, à tout bout de champ, des murs peuvent s'écrouler, des panneaux de publicité et autres là peuvent à tout moment s'écrouler et on voit à peu près les dégâts que cela pouvait causer. Donc, chère Justine, voilà quelque peu si l'Agence nationale de protection civile a des messages à envoyer aux populations en ces moments-ci. Voilà ces messages qui prennent appui sur... Docteur Akibouré, est-ce qu'on a des numéros qu'il faut contacter en cas de besoin? Ah oui, il y a des numéros. Oui, nous avons l'Agence nationale de protection civile, le 91 11 24 24. C'est à tout moment pour informer, signaler des situations qui se posent à tel ou tel. Ça c'est l'agence, l'ANPC 91 11 24 24. Ça fait l'ANI et autant également WhatsApp. Vous pouvez envoyer toute information. Vous avez le 22 51 02 12, le 22 51 02 12 et le 22 51 01 03. Et si vous permettez, il n'y a pas que l'agence. L'agence travaille en collaboration avec les autres acteurs concernés, impliqués dans la gestion des risques de catastrophe. Et là, les sapeurs-pompiers, plus facilement, le 118. Le 118, et la police nationale, le 1244, la gendarmerie, le 172. Et rapidement, vous avez le secours. D'accord, police secours. Docteur Nelson Akibouré, hydroclimatologue et directeur de la prévention, de la coopération et des affaires à l'Agence nationale de la protection civile, nous vous disons merci. Merci, Madame Juliette. Nous allons tout de suite passer à notre second invité. L'Afrique a célébré mardi dernier sa journée contre la corruption. Le Togo a marqué l'événement par une caravane qui a circulé dans la capitale Lomé. L'initiative est de la haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous retrouvons Hervé Segbonou qui était. Les agents de la police nationale donnent le ton à cette caravane au siège de Aplusia à Kégué. Hommes, femmes en t-shirt et casquettes aux couleurs dominantes du vert et du blanc sillonnent plusieurs artères de Lomé. Cette alliance est nourrie au son du fanfare, des klaxons, des motos et de véhicules. Les affiches sur ces moyens de transport publient des messages, notamment zéro corruption égale 100% développement. La corruption ne fait plus partie de nos activités de tous les jours. La corruption en est. À chaque point d'animation, une foule s'invite. Certains se prononcent sur l'événement. C'est une bonne chose, la lutte contre la corruption. Elle nous permet d'éviter des pots de vin. Moi, je trouve que à plusieurs reprises, les dirigeants de Aplusia disent qu'ils ont des milliers de donations à leur niveau, mais la situation continue. Au total, 5 points d'arrêt ont été observés sur l'itinéraire de la caravane. Rond-point Berkota, frontière à Flaou, Décon, Limousine et marché à Goué-à-Siyeye. Cette caravane a été suivie le lendemain d'une conférence débat. Nous retrouvons tout de suite Hervé Segbonou. D'après l'Union africaine, le combat contre la corruption se pose sur 4 piliers dont la prévention. Au Togo, de nombreux efforts sont faits en matière de lutte contre la corruption. Aplusia travaille sur 81 dossiers depuis sa mise en place. Certains cas, déjà à la justice, seront bientôt publiés. Comme perspective, l'institution étatique compte sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption, une stratégie déjà adoptée et qui sera approuvée par le gouvernement prochainement. Nous recevons donc en ce moment le vice-rapporteur de Aplusia, Ayayi Apelete Koujo. Il est le second invité de cette édition. Il est bien entendu au micro de Hervé Segbonou. Monsieur Ayayi Apelete Koujo, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment fonctionne votre institution dans la lutte contre la corruption?
La Plucia n'est pas une juridiction. La Plucia est beaucoup plus dans la prévention. Bien entendu, il a une attribution dans le cadre de la prévention et de la répression qui consiste à coopérer avec les institutions judiciaires. Nous instruisons les dossiers, nous faisons une pré-enquête et nous transmettons à la justice qui est en mesure de reprendre l'enquête qui a été déjà entamée à partir de nos éléments et de voir si vraiment il faut continuer ou bien il faut classer. Dans ce cadre, par exemple, il y a eu des dossiers qui ont été traités, qui ont été envoyés, transmis au procureur de la République, dont l'instruction court. Donc il y a d'autres dossiers aussi qui ont été eus. Très souvent, les gens disent, mais vous avez eu 81 dossiers, qu'est-ce que vous en avez fait? Sur ces dossiers, il y a une bonne quarantaine qui ne relève pas de faits de corruption. Bon, on essaie de sensibiliser les gens, de leur dire que ce n'est pas un dossier de corruption, on les réfère aux institutions concernées. Il y a même des dossiers qui avaient déjà été transmis à la justice et qui ont été déjà traités aussi. Donc nous avons tous ces éléments-là que nous allons rendre public très prochainement, qui vous permettra de voir un peu concrètement ce que la RAPU fait. Parlons à présent de la 7e édition de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption. Elle est placée sous le thème Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. 20 ans après, réalisation et perspective. La présente convention se repose sur combien de piliers? La convention de l'Union africaine est bâtie sur 4 piliers. Le premier pilier concerne la prévention. Le deuxième, les incriminations. Le troisième pilier, la coopération. Et puis le quatrième pilier, la mise en place d'institutions de lutte contre la corruption fortes et dotées de personnel spécialisé. Que recommande le pilier de la prévention de lutte contre la corruption? Ce pilier recommande la prise de mesures sur la déclaration des biens et doter les institutions des pays de stratégie nationale. En matière de prévention, quelles sont les réalisations au Togo? Le Togo a voté une loi sur la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités et agents publics, et cette déclaration a déjà démarré. Pas plus tard qu'en début d'année, nous avons commencé nous-mêmes à la Plucia, nous avons fait la déclaration de nos biens et avoirs. Et d'autres personnalités des institutions aussi ont déjà fait, des institutions de la République. Toujours dans le cadre de la prévention, il y a eu plusieurs lois qui ont été volées, qui sont appliquées. Donc il y a le code de transparence dans la gestion des finances publiques et dans les marchés publics. Il y a aussi les codes de conduite dans le secteur privé et le secteur public. Nous avons déjà élaboré un code de conduite qui va être adopté très prochainement. Il y a aussi un autre texte sur la loi préventive, la loi cadre portant prévention de la corruption. Le projet est déjà élaboré et est dans le circuit. Le pilier de la répression, qu'est-ce qui a été fait dans le pays? Concernant la répression, la loi recommande d'ériger en infraction pénale la corruption et les infractions assimilées. Sur ce plan, il y a un nouveau code pénal qui a été adopté en 2014-2015 et qui est déjà mis en œuvre. C'est ça qui permet de poursuivre éventuellement les gens qui ont commis des actes de corruption et d'infractions assimilées. Pilier de la coopération, quels sont les efforts déployés? Sur la coopération, le Togo entretient une bonne coopération dans le cadre même de la CEDEAO à travers le réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption qui regroupe les institutions de lutte contre la corruption des États membres de la CEDEAO. Actuellement, le Togo occupe le poste de secrétaire général de cette institution. Et tout récemment, il y a 2 ans, il y a eu même la 4e Assemblée générale qui a eu lieu au Togo ici. Et on a quand même de la coopération dans le domaine de l'enquête judiciaire aussi et des échanges d'informations entre institutions. À part Aplucia, y a-t-il d'autres organes? Nous avons aussi d'autres organes qui ont été mis en place qui participent à la lutte contre la corruption. Nous avons la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, l'autorité de régulation de la commande publique et l'Inspection générale du Trésor aussi, l'Inspection générale des finances. Donc il y a l'ITIE aussi, l'Institut, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives.
toutes ces agences concourent à la lutte contre la corruption. Vous avez déjà évoqué les réalisations. Qu'en est-il des perspectives pour combattre la corruption au Togo? Les perspectives, d'abord, je vous dirais que nous comptons beaucoup sur cette stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a été déjà adoptée, qui va être approuvée par le gouvernement. C'est ça qui nous permettra de monter en puissance dans la lutte contre la corruption et permettra de donner des réponses concrètes à tout ce que les uns et les autres disent actuellement de la lutte contre la corruption. Je ne dirais pas de la puissance, mais de la lutte contre la corruption. Au-delà de vos réalisations et perspectives, dans quel secteur peut-on combattre la corruption pour un meilleur ou un optimal développement du Togo? Nous avons fait une étude sur la perception des populations en matière de lutte contre la corruption. Cette étude donne les éléments. C'est des indices de corruption qui ont été constatés par les populations. C'est ça qui a été aussi relevé par les institutions comme Afrobaromètre et tout ça. Donc c'est un effort partagé. Parce que nous disons que pour lutter efficacement, il faut commencer par balayer notre maison. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la lutte contre la corruption soit efficace? Donc, le prochain chantier que nous allons ouvrir, c'est d'abord l'éducation de nos enfants pour qu'ils aient des comportements beaucoup plus responsables en matière de probité. Donc, c'est très important. Monsieur Ayayi Apelete Koudio, merci. Merci. Merci également à vous Hervé Sigbonou. Nous retournons tout de suite dans la Causa où ce samedi marque le dernier jour des luttes traditionnelles Evala. Le président de la République, Faure Sozimana Zimbe, est allé dans les arènes de Tchare, Soumdina et Lassa. À son arrivée, il est bien accueilli comme d'habitude. Suivant le rendu de son entrée sur le terrain de Tchare avec David Tchakbera. Comme à l'ouverture des Evala, le premier jour et jusqu'à ce samedi, c'est un gentleman avec un haut vert marié de noir que le chef de l'État Faure Sozimana Simbe est descendu de sa Benz 4x4 immatriculée PR sur le terrain de Tchare, directement vers le préfet et les chefs traditionnels pour les salutations d'usage, puis vers les personnalités présentes sous la patame de circonstances. Chacune a eu droit à la main du président, les enfants prodiges y compris. Une fois assis sur son siège présidentiel, les deux camps sont allés le saluer avant le début des empoignades. À la salle, l'entrée était tout autre. David Tchakbera nous raconte. Descendu à bord de son hélicoptère dans les arènes de clôture des initiations traditionnelles Evala en pays Kabylie à Lassa, le chef de l'État Faure Sozimana Simbe est une fois encore sorti du protocole pour aller vers le groupe des femmes constituées, les saluer et les remercier. C'est ce qu'il a fait. L'ambiance est monstre. Le soleil de 39 degrés ne décourage personne de toute la population venue d'un peu partout accueillir le président de la République et suivre les rites traditionnels. Comme à l'occasion des grands événements en pays Kabylie, c'est ce son qui a retenti à son arrivée avant le début des luttes sur le terrain de Lassa. Suivons à présent les empoignades à Lassa, cette fois avec Solim Lemou. Nous sommes présentement au terrain de Ahodo à Lassa, dernière finale de la journée et de l'édition 2023 des Evala, dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur. C'est donc dans cette ambiance que Lassa-O s'oppose à Lassa-Ba. Les empoignades vont démarrer bientôt. Pour l'instant, les différentes coalitions vont dire bonne arrivée au chef de l'État Faure Sozimana Simbe. Les luttes débutent donc avec les champions des deux camps. Les luttes bien sûr, vont se poursuivre sous le regard de Faure Sozimana Simbe. Mais avant Lassa, le chef de l'État était à Soumdina pour la finale dans le canton après l'étape de Tchare. Dans les prochaines éditions, le récapitulatif de la journée et les différents scores. Écho du palais à présent, 4 individus accusés d'homicide volontaire ont été condamnés à des peines allant de 10 à 15 ans de réclusion criminelle. Écho du palais avec Hélène Assabi.
Dans la matinée du 6 mars 2020, aux environs de 3 heures du matin, veuve à Kosiwavi, réveillée pour ses prières matinales, est alertée par des bruits entendus derrière sa maison. Lorsqu'elle met pied dehors, elle aperçoit les nommés Tawelesi, Mazabalo et Baranabou soumettre un couple à un interrogatoire musclé en taxant le monsieur de voleur. Le nommé Baranabou a renvoyé la fille avant de conduire avec l'aide de ses amis l'homme au domicile du nommé Tawelesi en lui assénant des coups. Ils l'ont mise à nu et à genoux en continuant par lui asséner des coups à l'aide de gourdins pendant que la nommée Rodalo participe activement à cette scène en filmant avec son portable. Insatisfaits du châtiment qu'ils lui ont infligé, ils enflamment sa barbe avant de lui mettre un pneu au cou dans l'intention de le brûler vif. Ayant constaté que son pronostic vital est engagé, ils l'ont alors traîné sur un dépotoir voisin. Laissé à lui-même sans secours, l'homme rend l'âme quelques instants après. Les nommés Tawelesi, Odalou, Mazabalou, Baranabou ont été interpellés par la brigade territoriale de la gendarmerie de Kara. Le nommé Essodom, lui, a été arrêté quelques jours plus tard. Une perquisition effectuée au domicile du nommé Tawelesi a permis la découverte de 2 gourdins qui ont servi à assommer la victime. Arrêté et amené devant la cour d'assises de Kara pour y être jugé, les nommés Tawelesi, Mazabalo, Baranabou et Essodom ont été condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. La Cour a par contre condamné l'accusé Rodalo à 15 ans de réclusion criminelle et a décerné un mandat d'arrêt contre elle. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène Sabi, la page des sports concerne la 2e journée du championnat national de football féminin. Théophile Dandako. Les hostilités commencent cet après-midi dans le groupe B. Djabir de Tandjouaré affronte Étoile féminine de Setoubois. Gazelle Asokode a rendez-vous avec Asco féminine. Pilote FC joue contre New Star. Pour le compte du groupe A, Tempête a rendez-vous avec Biliva. Atleta joue contre Amis du Monde. Et puis Wina offre son hospitalité à US Amou. Dès la première journée déjà, Atleta, Asco féminine et Djabir de Tandjouaré ont été vainqueurs. Et pour le compte du classement, Atleta dans le groupe A domine ce classement et Asco féminine est championne pour le moment du groupe B. Nous allons clore cette édition avec la revue de presse. L'élection du Nigérian Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO, la ville de Lomé sous l'eau, après une grande pluie mercredi, pendant que Kara vibrait au son et rythme des luttes traditionnelles Evala. Voici les sujets à la une des parutions de cette semaine. Revue de presse, Léontine Atogima. Togo Matin a noté la présence effective de Fort Gnassingbé au rythme des festivités Evala. Le quotidien privé indique à la suite le président de la République, les membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale, des directeurs de sociétés et autres curieux et touristes ont assisté aux luttes initiatiques vectrices des valeurs d'endurance, de combativité, de sportivité et de fair play. Togo Presse confirme en affirmant que de brillantes empoignades et somptueux spectacles se sont déroulés devant le chef de l'État. Il a assisté à presque toutes les finales en tant que témoin privilégié, poursuit le grand quotidien national. La présence du président de la République dans les arènes aux côtés des lutteurs n'est pas synonyme de vacances. Fort Gnassingbé a pris part dimanche dernier à la 103e session ordinaire de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Un sommet qui a débouché sur l'élection du Nigérien Bola Tinubu à la tête de l'organisation. À peine installé à la tête de son pays, le géant de l'Afrique de l'Ouest, Bola Tinubu prend les rênes de la CEDEAO. Selon Nouvelle Opinion, le nouveau président en exercice de la CEDEAO entend combattre les changements anticonstitutionnels. Il a déclaré que la démocratie sera le socle de son action à la tête de l'institution sous-régionale, poursuit l'hebdomadaire. Le libéral se demande si ces propos de Bola Tinubu seraient le zèle d'un débutant.
La gestion des catastrophes naturelles dans les pays membres ne sera pas en reste. Inondation au Togo, malgré les efforts du gouvernement, des défis restent à relever, écrit l'évêque de la nation à sa une. Togo Matin fait son constat. La topographie basse et l'urbanisme croissante rendent l'homme vulnérable. Le journal rejoint l'évêque de la nation sur les efforts que le gouvernement doit plus fournir pour sortir l'homme de l'eau. En ces termes, le gouvernement, artisan d'efforts, 11 ans. En ce temps de fraîcheur, le magazine Santé Éducation conseille la tisane des feuilles du pois rouge ou du djinkoudjin pour soulager la toux et les crises d'asthme. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette édition s'achève. Retenez que les luttes traditionnelles et valants pays Kabylie prennent fin ce samedi. Les dernières finales ont lieu dans les cantons de Tiaré, Soumdina et Lassa. Bon après-midi chez vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg